Mesdames et messieurs, rebonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce forum d'échange. Ça se discute. Daniel Kaitogla, bonsoir. Bonsoir, monsieur Xavier. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes enseignant de philosophie. Innocent Winer Godonou, bonsoir. Oui, bonsoir François Xavier, bonsoir Kaitogla et bonsoir chez vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes enseignant d'allemand et journaliste par ailleurs. Nous allons parler de deux informations pour le compte de nos échanges de ce soir, la création de cet ordre honorifique pour les forces de défense et de sécurité, l'ordre des mérites de défense et de sécurité, et nous allons parler aussi de la création du registre social unique, toujours dans le déploiement du projet Arche, création actée il y a plus d'une dizaine de jours au dernier Conseil des ministres, si mes souvenirs sont exacts. Mais avant, comme vous êtes journaliste sportif par ailleurs aujourd'hui, on peut dire que le continent accueillera la Coupe du Monde pour la seconde fois en 2030, c'est acté, puisque oui, la candidature Uruguay, Paraguay et Argentine, je crois, s'est retirée. Donc, bien avant décembre 2024, la FIFA a acté l'organisation par le Maroc, le Portugal et l'Espagne, même si pour marquer le centenaire de la Coupe du Monde, il y aura quelques matchs qui vont se dérouler en Uruguay, au Paraguay et dans un autre pays d'Amérique du Sud aussi. Comment on peut dire que... Non, mais c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle pour la communauté de football en général et pour l'Afrique surtout. Pour la deuxième fois après 2010, sur les terres du grand Madiba Nelson Mandela, l'Afrique sera encore à l'honneur en 2030. C'est le moment de féliciter la CAF et surtout aussi les acteurs du football marocain qui ont fait une très bonne diplomatie footballistique, une très bonne communication. Et je pense que ce serait l'occasion pour l'Afrique de se révéler désormais, de franchir l'étape des demi-finales et pourquoi pas, eh bien, nous ramener le Graal. Ce serait quand même une bonne série sur gâteau. Voilà, Daniel Kaitogla. Oui, j'ai une même analyse que M. Winer. Je crois que c'est suite à ce que ce dont on a parlé la fois passée. Le Maroc qui organise la CAN 2025. Et finalement, il organise également mondial. C'est co-organisé, hein, oui, le Portugal et l'Espagne. Voilà. Je crois que, mais la raison fondamentale, c'est leur dernière performance à la Coupe du Monde. Ça leur a donné assez de crédit pour... ça doit quand même nous dire en même temps, ils postulent régulièrement. Hein, oui, justement. Pourquoi c'est seulement maintenant qu'on leur accorde cette chance-là? Je crois que c'est une alerte pour les autres nations qui traînent en matière de performance footballistique là, de se mettre au travail, et ça paie toujours. Voilà. Il y a bien évidemment aussi les infrastructures qui vont avec, parce que au final, c'est avant ça. Oui, c'est avant ça. Voilà, nous allons parler de ce qui nous intéresse ce soir, l'ordre des mérites de défense et de sécurité qui est en train de prendre corps, ce qui semble être une innovation qui vise à récompenser les filles et fils du Bénin qui font preuve notamment de bravoure sur les théâtres d'opération, sur les théâtres de combat. Les différents travaux de validation des documents devant donner corps à cette innovation ont eu lieu ce 26 septembre à Lokossa sous la supervision de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, grande chancelière de l'ordre national. Alors, Daniel Kaitogla, je reste avec vous. Comment vous appréciez cette nouveauté, cette innovation? Je crois que l'innovation, elle est bien tombée. Il faut dire que c'est une nouvelle apparition de l'ancienne forme de l'ordre du mérite Bénin qui honorait déjà les différents corps comme les chevaliers. Oui, l'ordre de mérite existe. Oui. Donc c'est un département créé spécialement pour les Béninois, les militaires justement, qui à des occasions données sont invités à des combats pour la défense nationale ou bien sur, je crois, dans
représentation internationale et représente vaillamment et valablement la République. Donc, c'est une mesure incitative. Non seulement ça, vous n'ignorez pas qu'actuellement, au Bénin, il y a une crise sécuritaire à la frontière ou non là-bas. Et il faut savoir que, naturellement, il faut être courageux pour aller à la bataille. Il faut être courageux pour aller à la bataille parce que moi, j'ai suivi un peu très régulièrement des communiqués sur les chaînes qui disaient qu'il y a des forces armées qui ont démissionné, mais qui ne sont plus. Et on est là à leur recherche. Donc ceux qui sont là, ça veut dire que donc il faut les encourager, il faut les motiver à œuvrer pour cette défense-là de la nation, parce qu'on en a besoin plus que jamais. Et aussi, l'autre chose que je vois dans cette nouvelle disposition, bien innovation, je veux dire, c'est que j'ai cru qu'entre-temps, le gouvernement avait lancé des concours par rapport au recrutement des forces armées, mais il n'y avait pas de manifestation de volonté nationale. Donc, il y en a eu. Pas assez, parce que il y en a eu beaucoup. Non, la dernière, je ne parle pas de la dernière, c'est pas ce que tout le monde a participé, à quoi tout le monde a participé là. Il y avait eu, je sais pas, je maîtrise. Bon, ça peut dater de quelques années, mais voilà. La plupart des recrutements de ces dernières années. Donc, je crois que le gouvernement a pris la mesure et a mis cet appareil maintenant en place pour pouvoir signifier que ce n'est pas gratuitement, même si vous avez toutes les techniques, toutes les stratégies qu'il faut, c'est que quand vous finissez par vous illustrer positivement et dans l'intérêt de la nation, c'est que la nation pense à vous et assure non seulement vous décore, c'est une décoration, mais assure également votre arrière. Et ça, c'est une mesure vraiment de motivation, une mesure d'incitation et à l'engouement vers la chose sécuritaire, pour pouvoir protéger et défendre toujours la nation, c'est à saluer. Une mesure de reconnaissance surtout, parce qu'on a l'habitude de la décorer, mais souvent à titre posthume. Voilà. Là, il convient de reconnaître ceux qui sortent de l'eau, parce que bien évidemment, pour avoir, comme les civils d'ailleurs, pour être choisis à ces décorations, pour être portés à ce niveau, il faut bien évidemment avoir des états de service irréprochables en termes de discipline, de carrière, ainsi de suite. On sait tous qu'en ce moment, il y a l'opération Mirador au nord qui tend quand même à... qui devrait permettre à nos forces de défense et de sécurité de protéger les frontières nord. C'est important que cette distinction-là soit mise en place pour quelque peu reconnaître le sacrifice qu'ils font au quotidien, que ce soit militaires, policiers et assimilés, parce que il y a le parc de la Pendiari, il y a des forestiers, il y a beaucoup de monde qui travaillent de concert pour assurer la sécurité. Vous savez très bien que la médaille, les honneurs, dans la tradition militaire, occupe une place sacro-sainte et que ce n'est pas seulement le salaire que le militaire gagne qui motive réellement son sens de combat, son sens d'honneur. Oui, d'ailleurs, sans vouloir vous arrêter, l'intendant de l'armée disait, Alfred Assoba disait, pour caricaturer, que pour les militaires, quand on se regarde, quand on se voit, c'est d'abord ce qu'il y a sur la poitrine. Absolument. Donc c'est la médaille. Absolument. Et donc, cette médaille-là vraiment dénote de l'héroïsme, du patriotisme, le sens de sacrifice. Et je pense que cette innovation apportée par la grande chancelière est très importante. Surtout, nous sommes dans un contexte de crise sécuritaire marquée par le djihadisme au nord. Et il fallait forcément booster la détermination de nos vaillants soldats, ceux-là qui se gênent, qui s'efforcent véritablement à assurer la sécurité de nos populations. Et cette décision qui est prise, en tout cas cette innovation qui consiste désormais à mettre en place l'ordre de mérite pour la sécurité et la défense. Je pense que ça existait, peut-être dans les 4 murs de l'armée. Maintenant, je pense que il y a une visibilité. Oui, il y a des médailles militaires. Il y a des médailles militaires. Désormais, il y a la grande sorcellerie n'était pas véritablement
juridiquement hâtive ou bien pour pouvoir procéder à ces décernements-là. C'est ce qui fait que, à ces médailles, c'est ce qui fait qu'à l'OCOSA, on est obligé de conférer véritablement ce pouvoir, ces attributions à la grande chancellerie. C'est une très bonne innovation et ça rentre dans le cadre justement de la communication qui devait prévaloir entre l'État et l'armée, qui est une grande institution désormais. Et donc, aujourd'hui, il y a nos vaillants soldats qui, en défendant la patrie, en défendant nos populations, tombent. Eh bien, il fallait forcément trouver ces récompenses, ces honneurs pour booster encore le courage ou le moral, doper le moral à ceux-là qui continuent toujours. Quand il a dit il y a des déserteurs aujourd'hui, est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce manque de récompense ou bien de reconnaissance véritablement des valeurs héroïques des militaires ne compte peut-être pas dans cette décision de décession? C'est autant d'interrogations qui va se poser. Et donc, on voit aujourd'hui que même de par le passé, quand vous voyez les anciens combattants, c'est avec fierté ils exhibent leur médaille. Moi, j'ai été en Indochine. C'est ça qui fait la valeur. Aujourd'hui, ce qui fait la valeur, je pense, du militaire, du soldat, c'est la médaille qui glane au niveau de sa poitrine. Et très bien, la hiérarchie militaire l'a d'ailleurs dit, même si c'est de manière héroïque et ironique, mais ça a forcément son sens, son importance dans la conception, dans la perception même du soldat en tant que militaire. Donc c'est une très très bonne innovation qui a été prise et ça va d'une manière ou d'une autre aussi encourager les générations à venir à plutôt faire la guerre sainte. Quand je dis des concepts un peu quand je dis le combat juste, d'accord. Faire le combat juste pour mériter les honneurs de la République. Ah d'accord. Est-ce que vous voyez? Là vous m'avez réveillé parce que oui, parce que la guerre sainte c'est une expression d'une manière ou d'une autre péjorative qui nous rappelle. Ça recouvre beaucoup de choses. Donc le combat juste, parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître que la jeunesse d'une manière ou d'une autre ne veut véritablement pas s'engager militairement. Il y a un désintérêt pour... Oui, bon, c'est tout relatif. Encore une fois, quand on prend les recrutements de 2020-2023, pour 3 000 places, on avait 15 000, 20 000 personnes. Donc, on ne peut pas dire que la jeunesse se désintéresse. Les gens veulent y aller. Oui, les gens ont envie forcément de défendre la nation. Oui, certes. Il y a ce que le chômage vous pousse à faire et ce que vous faites volontairement. Oui, bon, il peut y avoir ça, mais après, quand vous êtes dans les conditions, il n'est plus question de chômage parce que c'est une affaire de responsabilité. La vraie question qu'il faut se poser dans les 15 000 là, est-ce que c'était vraiment dans l'intérêt républicain ou bien peut-être dans l'intérêt individuel de pouvoir juste les deux bouts, pouvoir régler le problème de chômage? On ne va pas dans l'armée pour régler le problème de chômage, on va dans l'armée pour un serment. Oui. Donc, je pense que cet aspect moral-là doit prévaloir dans les décisions que nous prenons. Et si aujourd'hui, maintenant, il existe l'ordre de mérite, de la défense et de la sécurité, c'est un facteur motivant, c'est un facteur qui peut amener la jeunesse à décider. Et déjà, la jeunesse aussi doit savoir que même s'il arrivait des situations qu'on ne souhaite pas, l'État sera toujours là pour continuer et pas soutenir en fait la famille, la petite famille laissée derrière. Donc c'est important. Il faut remarquer, je vais défendre tous ces jeunes qui ont postulé. La vocation peut venir après, hein, tous ceux qui s'engagent. La vocation d'abord, oui, parce que quand vous avez la vocation d'abord, le reste vient après. La vocation peut être là avant et quand vous serez retenu, vous faites les manœuvres pendant 2 mois et 3 mois, la vocation peut disparaître très vite. Il y a ça aussi. Oui, bon, donc rien n'est écrit d'avance pour cette histoire. Est-ce que ça... cette innovation portée par la vice-présidente de la République et la haute hiérarchie militaire peut, au-delà de cette reconnaissance factuelle de cet ordre de mérite, peut reconnecter un peu plus, en tout cas peut replacer un peu les forces armées, les forces de défense et de sécurité, disons, peut les reconnecter quelque peu à la population, parce que encore une fois, quand vous regardez très bien, il n'y a pas bien, on aime bien, les militaires on aime bien en parler, surtout quand il y a des failles sur les théâtres d'opération, quand il y a des morts, mais au-delà de cela,
ils se fondent très bien dans le décor. Est-ce que ça peut reconnecter quelque peu, redonner la place qu'il faut à ces hommes en armes qui doivent avoir une place particulière dans l'inconscient collectif? Je suis tout à fait d'accord. La trilogie État, armée, population reste très, très, très important en fait dans la conception du travail que les forces armées abattent. Et donc, ces champs d'initiative responsabilisent davantage les hommes en uniforme qui ont reçu comme mission républicaine de défendre les intérêts de la nation, en l'occurrence celle de la population. Donc, ceux-là qui se battent pour la population, désormais, savent que l'État est très regardant sur chaque acte qu'il pose et la population même reconnaît aussi leur bravoure et leur héroïsme. Donc, cela cristallise davantage la responsabilité individuelle du militaire, la responsabilité collective du militaire. Cela lui donne un mental d'acier et cela le reconforte au fait dans cette mission-là, qui est une mission salutaire pour la nation, une mission d'abord individuelle, ensuite collective, et la responsabilité en tant que militaire vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'État. Je pense que le militaire est peut-être le seul agent de l'État qui c'est non seulement l'État, mais c'est aussi la population, et la nation tout entière, parce que là, il se retrouve dans la situation de sécurité et de défense des... Bon, il faut préciser, quand on parle des forces de défense et de sécurité, il ne s'agit pas seulement des militaires. Non, il y a la police républicaine, il y a les assimilés, il y a les agents de renseignement, il y a beaucoup même des personnels civils qui sont assimilés à ces forces de défense et de sécurité. Il y a beaucoup de corps qui concourent à la réussite de ces opérations. Daniel Kaitogla, est-ce que ce type d'initiative peut contribuer à reconnecter quelque peu, disons, remettre ces forces de défense et de sécurité et rebâtir le lien, comme il le dit, le lien État-nation, bien armée-nation, pour que voilà, tous ces corps sociaux soient sur la même longueur d'onde? En principe, oui, parce que quand vous savez que il y a une reconnaissance honorifique qui vous attend, forcément vous exécutez votre tâche avec beaucoup plus de dévotion, de dextérité et de détermination. Donc, or, la sécurité, c'est quelque chose de très précieux et tout le monde en a besoin. Maintenant, la population, vous l'avez dit très, très banalement, c'est-à-dire dans l'inconscient collectif, est-ce que cette valeur que l'armée doit avoir, est-ce qu'elle l'a véritablement dans l'inconscient collectif? Je crois que c'est un peu difficile à dire parce que le plus souvent, c'est-à-dire ce rapprochement, cette, je vais dire, collaboration que l'armée doit avoir le plus souvent de façon continue avec la population n'est pas souvent aussi effective que ça. Et dans nos consciences, on a toujours tendance à croire que le militaire, le policier, ou bien le policier républicain, il est contre nous, il agit contre nous, même malgré le fait que c'est notre sécurité qu'il veut assurer. Maintenant qu'il y a une redéfinition d'un certain appareil honorifique à leur endroit, je crois que les professionnels de la sécurité vont quand même développer une nouvelle conscience vis-à-vis de l'exécution de leurs tâches pour impliquer davantage les populations dans la gestion des crises sécuritaires, des désordres que nous observons de part et là, et à n'importe quel moment de l'évolution de notre société. Parce que l'impression que les gens ont souvent, c'est quoi? C'est que quand, surtout, il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, surtout pendant les moments, les fièvres électorales, et comme ça, les gens ont l'impression que ça dit, pendant que le policier, l'homme de l'ordre, c'est l'agent de l'ordre, veut rétablir une sécurité parce qu'il y a trouble à un moment donné, à un lieu donné, les gens ont l'impression que, parce qu'il ne les laisse pas faire, il défend la cause du pouvoir en place. Donc, c'est un travail véritable, c'est à une nouvelle mission que la mesure ou bien l'initiative envoie les militaires qui doivent savoir, et ce n'est pas les militaires, les forces armées, qui doivent savoir désormais que, c'est-à-dire, tant qu'il n'y aura pas cette synergie d'action, cette collaboration, ce rapprochement, cette intimité
je le dirais ainsi, entre elle et la population. Bon, l'intimité des limites, hein, ils ont des ordres à gérer, des opérations à mener, ils ne sont pas des... Donc, ça dit... pas des partenaires de foot. Hein. Il va être un peu difficile de parler de reconnexion. Oui. Maintenant, je trouve particulièrement la mission des forces de l'ordre un peu plus compliquée, parce que c'est une mission qui vous met parfois dans un énigme, dans des dilemmes. Il faut choisir. Et dans leur... c'est-à-dire, vous ne pouvez pas, sur peut-être 100 personnes dans un quartier, 20 troubles la société et le quartier. Oui, bon. Mais on peut dire que la tâche est encore plus facile. Ils ont à faire respecter la loi, à tenir l'ordre. Justement. Et à appliquer les ordres reçus. Et pour réussir... Peut-être que c'est au niveau de la population qu'on ne joue pas vraiment le jeu, puisque on ne veut pas forcément respecter la loi. Je crois que la responsabilité... Vous m'excusez, mais ça revient encore à celui qui est spécialiste de la défense et de la sécurité. Quand bien même celui qui est en face ne veut pas... Oui, bon. Maintenant, la façon la plus simple, je crois qu'il faut procéder à cette pédagogie-là, d'informer suffisamment, d'avertir avant d'aller à l'application des règlements. Oui, c'est le sport national. Je voudrais revenir surtout en général sur l'analyse faite par Kantogla. En fait, la reconnexion armée-population a évolué selon en fait, les conditions sociopolitiques. Vous savez, de 60 à 72, il y avait une responsabilité civile qui était en avant par rapport à la responsabilité militaire. Mais de 72 à 90, les populations ayant été dirigées par les militaires, il y a plus la responsabilité militaire qui a prévalu par rapport à la responsabilité civile. De 90 peut-être à 2016, avec les conférences des forces vives de la nation, on a commencé par parler de la Grande Muette, l'armée complètement dans les casernes, donc la responsabilité civile est revenue encore. Mais avec le deuxième mandat de son Excellence Patrice Talon, on a vu que cette reconnexion avec les actes qui sont en train d'être posés, surtout les œuvres sociales vis-à-vis des enfants démunis, les enfants orphelins des militaires, et avec l'instauration de cet ordre de mérite, la défense, on voit clairement que l'État est en train de jouer pleinement son rôle en cherchant véritablement un point de contact entre l'armée et la population. Donc c'est ce qui réinvestit davantage l'armée dans cette responsabilité, non seulement militaire et aussi responsabilité civile. Et vu aussi les situations sociopolitiques dans la sous-région, je pense que l'État est en train de tirer profit de tout ce qui se passe dans la sous-région pour réellement créer cette osmose, cette symbiose entre l'armée et la population. Voilà. Okay. Nous allons évoluer, nous allons parler du second sujet qui nous rassemble ce soir, la mise en place de cette base de données pour des nécessités de développement des synergies entre les différents projets et les initiatives en matière de protection sociale, et évidemment dans le cadre de l'effectivité de l'assurance pour le renforcement du capital humain, un système d'information qui s'accommode très bien avec les processus d'inscription et de décision quant à l'éligibilité et la collecte des informations sur les bénéficiaires potentiels de tel ou tel service de protection sociale. Je reste avec vous. Création du registre social unique. Quelle appréhension en avez-vous? Quelle connaissance en avez-vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? La création de ce système d'information qui permet à l'État d'avoir une vue, une cartographie beaucoup plus claire de qui est qui, des conditions de chaque partie de la société. Pour moi, en fait, le RSU, le régime social unique, est un instrument d'opérationnalisation du projet ARCHE, assurance pour le renforcement du capital humain. Et donc, c'est en même temps un outil de planification. Un outil de planification parce que dans l'opérationnalisation de ce projet, l'État a besoin d'identifier les différents foyers. Les différents foyers cibles
il y a les non-pauvres, les pauvres extrêmes et les pauvres non extrêmes. Donc, il y a un travail de base qui est fait. Il y aura une base de données désormais qui sera installée et qui sera mise à jour régulièrement, puisqu'il y a des foyers. Les foyers sont très mobiles, socialement parlant, évoluant d'une situation à une autre. Donc, c'est un instrument aussi d'orientation, parce que ça permettra véritablement de pouvoir orienter la politique de l'État en matière de protection sociale. Donc, c'est véritablement le bras opérationnel de la politique sociale de l'État qui vise désormais à améliorer les conditions de vie et de travail des paisibles populations. Donc, surtout savoir orienter, par exemple, des services sociaux du type transfert monétaire. Oui, voilà. Un innocent Cotonou, un non-pauvre, ne se fasse passer pour un pauvre. Par exemple. Oui, c'est un travail technique qui se fera. Et il y a des enquêtes qui seront faites sur le terrain. Qui se font déjà. Mais il y a déjà des données qui sont déjà dans les bases de données qui seront utilisées pour confrontation. Vous êtes dans quelle catégorie? De toute façon, moi, je n'aime pas dire pauvre parce que je n'aime pas dire même l'expression lutte contre la pauvreté. Moi, j'aurais pu dire lutte pour l'enrichissement. C'est-à-dire que nous voulons la richesse. Lutte pour le développement, lutte pour la richesse. Donc, je ne peux pas dire que je suis pauvre parce que c'est peut-être une façon de me maudire, quoi. Ah, d'accord. Donc, je suis quand même dans la catégorie des riches. Des non-pauvres. Des riches non extrêmes. Des riches non populaires. Bon, et c'est intéressant. Et vous savez, les pays qui veulent véritablement se mettre sur la voie du développement et qui ont une population, une démographie majoritairement en dessous et de conditions de vie en dessous de la moyenne, bien en dessous de ce qui est escompté. Et ils ont toujours opté pour cette mesure. Et je crois que le Maroc en a essayé. Il a essayé ça depuis 2021 et ça a porté ses fruits, même s'il y a toujours des choses qu'on peut dire. Il y a la Mauritanie, il y a le Mali. Donc, c'est une mesure politique informatisée qui consiste à avoir les réelles informations sur ceux qui ont besoin vraiment d'être boostés, d'être portés, d'être aidés pour arriver au niveau d'un développement partagé pour tous. Maintenant, l'autre chose, c'est que, vous savez, il y a souvent des initiatives privées, publiques et des organisations non gouvernementales qui vont vers la population qui en a besoin. Mais avec cet outil, c'est-à-dire le RSU, je crois qu'on n'aura plus besoin d'aller à tâtons. On a des informations, il suffit de se rapprocher de l'État central. Vous avez des informations réelles qui vous renseignent sur, je vais dire, la commune, l'arrondissement, c'est-à-dire la zone la plus précise, identifiable, et les populations identifiables envers qui les actions doivent être portées. Et le projet H était dans ce sens-là. Il y a aussi que nous avons parlé des cantines scolaires, nous avons parlé de RAMU, je crois bien. Non, le RAMU a vécu. C'est l'ancêtre. Et projet à l'AFIA. Et tous ces projets-là, le microcrédit à l'AFIA, microcrédit à l'AFIA, tous ces projets-là ont besoin d'une certaine coordination pour être vraiment opérationnels et porter vraiment les fruits escomptés et que les populations qui sont réellement dans les besoins puissent quand même en avoir des solutions ou bien des aides venant directement soit de l'État, soit de trucs là. Ça va réduire un problème d'injustice sociale où vous venez de le dire, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans la catégorie qu'on doit aider se tracent ou bien se créent des chemins frauduleux pour se retrouver comme bénéficiaires. C'est une injustice parce que ceux qui finalement ont les ayants droit. Les ayants droit justement sont laissés sur le carreau et le gouvernement, ça donne l'impression que le gouvernement ne fait pas grand-chose et les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et les mêmes personnes sont toujours dans la même situation et le développement ne peut jamais... Donc ça permettrait... Il faut aussi rappeler qu'il y a un décret présidentiel qui désormais institue l'assurance maladie. Désormais, ça ne fait aucun doute. Et tous ces éléments-là sont des... C'est un acte très fort qui est posé pour
dans le sens du registre du social unique. Donc on peut supposer que cette nouvelle réforme, cette base de données devrait permettre d'améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière sociale. Oui, en matière de politique sociale, je suis tout à fait d'accord. Parce que le chef de l'État a toujours clamé haut et fort qu'il s'agira du hautement social. Et le hautement social passe par des actes très forts. Donc ce RSU qui vient de voir le jour et qui prend en compte plusieurs dimensions, c'est pluridimensionnel. Il y a il y a le POGH, il y a assurance maladie, lutte contre la pauvreté, il y a base de données unique désormais qui sera installée. Et donc c'est la volonté du gouvernement de pouvoir changer désormais les choses sur le plan social, parce que ça doit être un social structuré. C'est vrai qu'on nous avait habitués à un paradigme social providentiel. Aujourd'hui, c'est social structuré et il faut mériter cela. Donc, il mettait l'aspect sur un point très important qui concerne surtout la fraude. Là, il faut véritablement mettre en place des mécanismes. Bon, certes, il y a déjà des dispositions, il y a des dispositions qui sont prises. Et puis aussi, il y a des institutions comme la CRIET qui existent déjà pour sanctionner en fait, les fraudeurs. Donc ça déjà, ça doit être le spectre qui pourra hanter désormais. Donc ça limite les possibilités. Mais il faut que les bénéficiaires soient véritablement priorisés. Les déclarations, ces recensements-là sont déclaratifs. Donc quand vous me demandez, mais techniquement, il faut vérifier. Il y a des instruments pour vérifier les informations déclaratives. Et ça revient à l'État. Ça revient à l'État de procéder à la vérification, puisque l'État dispose des ressources humaines capables de... Donc pour vous, c'est réaliste, ça peut se faire. Parce que quand on voit les enquêteurs venir... Pour moi, la première fois... Dans nos maisons, c'est combien de personnes il y a, combien vous gagnez pour certaines choses. À part ceux qui, comme vous, qui ont des fiches de paye qu'on peut contrôler. La plupart, ceux qui n'en ont pas, c'est juste déclaratif. Comment ces enquêteurs-là contrôlent? Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est pas véritablement ma spécialité, mais les déclarations... Vous en avez reçu, certainement. Bon, pas encore, mais d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il y a des actes administratifs qui renseignent un peu sur mon statut social. Et les informations déclaratives, je pense que c'est l'étape première d'abord de tout. Et après, il y aura la confrontation par rapport... Il y aura des preuves, des documents qui seront demandés pour véritablement justifier les déclarations qui ont été faites. Parce que si ça ne se faisait pas et on se basait juste sur les déclarations, ça va plomber. Donc pour la vendeuse de tomates et d'oignons, vous pensez qu'il y aura des... Mais la vendeuse de tomates dispose des actes. Par exemple, il y a le CIP. Non, là on parle de son revenu. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. On peut faire des estimations. Voilà, on peut faire des estimations pour un peu voir le chiffre d'affaires et tout ça. Là. Je pense qu'il revient. Je pense que ce n'est pas la première expérience que l'État est en train de faire dans ce sens-là. Il y a déjà une jurisprudence qui existe. Donc, on peut se baser sur ces jurisprudences-là pour pouvoir attester de la véracité des déclarations qui sont faites. Oui. Bon, il y a toujours des mesures pour réduire. On ne peut pas totalement... Oui, il y a des marges d'erreur. Comme exemple, maintenant, il y a des projets pour la construction des voies. Il y a des maisons, il y a des citoyens qui sont cassés. Et il y a des enquêtes qui se font en amont et des vérifications en aval pour dédommager au fait les victimes. Oui, la question que M. Xavier pose... bon, ça on connaît le prix du foncier. Donc la question que M. Xavier pose... Non, il y a des boutiques, je dis, par exemple... Des boutiques, oui. Il y a des boutiques qui ont été cassées. Et on a demandé à certains citoyens combien leur revenu mensuel ou leur revenu annuel. Il y a d'autres qui ont grossi, il y a d'autres qui n'ont pas fait de très bonnes déclarations. Mais par la suite, l'équation est tout. C'est un peu comme vous. Bon, la même chose. Arrêtez, c'est un peu comme vous. Vous êtes enseignant, journaliste, bon, l'enseignant c'est ce que l'État connaît, mais avec toutes vos prestations de service à gauche et à droite,
Ça, c'est les à côté. Ah, c'est les à côté, que l'État ne voit pas forcément. Bon, l'État peut voir après, l'État veut. Je crois que c'est un véritable fil à retordre, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Le problème que vous posez, c'est un problème sérieux parce que l'honnêteté dans notre pays aujourd'hui est devenue la chose la moins partagée. Non, bon, pas d'essentialisation. Ça, c'est. Oui, ça dit, il faut le dire. Ça, non, bon, ça, c'est une. Maintenant, c'est votre point de vue. Je vais pas donner de proposer ma solution. Oui. En fait, pendant la distribution des moustiquaires tout récemment, moustiquaires imprégnés à la population, est-ce que vous savez que les CQ ont eu de difficultés à gérer cette affaire parce qu'il y a des ménages qui ont déclaré avoir reçu des visites, c'est-à-dire des parents de village, des parents comme si les villages ne sont pas pris en compte. Vous comprenez un peu? Donc ça change, ça fausse les données. C'est ce que je veux dire, c'est pas que nous sommes tombés aussi bas. Maintenant, la mesure que moi je crois possible, c'est que l'État doit renforcer, doit encourager la mise en place des cellules, des organisations, des groupements de femmes autour de certaines activités spécialisées données. Pour pouvoir contrôler cette gestion informatisée de la vie des Béninois. Je crois qu'il faut mettre en place cet outil physique avant de pouvoir avoir une certaine fiabilité et de degré élevé dans le contrôle. Parce que c'est pas toujours évident. Non, mais de toute façon, il y a beaucoup d'experts qui travaillent sur la question, donc on peut supposer que le travail se fasse. C'est pas toujours évident de faire des études comparatives, des études en amont, en aval, et puis de faire des comparaisons. Mais je crois que cette mesure aussi peut quand même accompagner le gouvernement à avoir une idée claire de ce dont il s'agit pour que la base ne soit pas une base non fiable. Et l'autre chose que je m'en vais dire, c'est que quand un gouvernement prend une mesure, c'est bon, je crois que même si on n'y croit pas, c'est toujours dans l'intérêt d'aider une certaine catégorie de la population à se retrouver. Pourquoi on ne devrait pas n'y croire? C'est votre introduction qui me... Je dis même si. Bon, certains, vous comprenez, ça veut dire que nous sommes dans un pays de... Quel thème je vais trouver maintenant? C'est-à-dire... De suspicion. De suspicion, très bien, de suspicion ou de méfiance, c'est pas, ou de radicalisation, mais radicalisme là où les gens ne croient pas souvent. Mais ce que moi je sais, c'est que quand le gouvernement met en place un projet, c'est que forcément il y a une catégorie de la population qui est touchée. Et normalement, c'est de façon spontanée que la population même doit accompagner cette mesure-là. Et à travers les autorités locales, les autorités au plus bas niveau, pour pouvoir aider l'État central à avoir des données vraiment objectives, fiables et de savoir où diriger les actions, les fonds, oui, surtout les fonds, les actions, et même, pourquoi pas, les organismes internationaux qui ont parfois, les ONG, les organisations non gouvernementales, qui ont parfois envie de booster leur aide, ou bien d'élever, d'augmenter un peu leur cagnotte, mais parce que parfois, ce n'est pas toujours ce qu'ils veulent, par conséquent, donc la base de données, là, je crois que c'est bienvenu, pour pouvoir un peu plus donner de crédibilité aussi auprès de ces institutions, de ces organisations et enrayer progressivement la pauvreté dans notre pays. Voilà, vous l'avez rappelé à justice, le président avait parlé de redressement social en 2021. Au fil des années, on se rend compte quand même qu'il y a comme un véritable filet social qui se met en place petit à petit. Vous avez parlé de l'assurance maladie. Ce registre social unique qui devrait permettre d'affiner quelque peu les données d'identification sur les ménages. Absolument. Donc, je disais tantôt que la couverture sociale s'étend progressivement et se consolide. Et il faut aussi prendre en compte un certain nombre de contraintes. Les réalités sur le terrain ne sont pas constantes et le gouvernement a déjà prévu dans le RSU qu'il y a une mise à jour qui se fera régulièrement de façon mensuelle pour que les informations qui sont données puissent être vérifiées et le gouvernement va forcément travailler pour que ces informations soient considérées véritablement dans les prestations qui seront faites. Donc la protection sociale, qu'on le veuille ou pas, reste une priorité pour le gouvernement et nous devons aussi d'une manière ou d'une autre accompagner le gouvernement dans la réalisation de cet objectif-là, de cette politique sociale-là, tout en acceptant véritablement le changement de paradigme qui se construit, qui se constate justement chez nous.
Daniel Kayitogla. Oui, et le filet social se met en place depuis longtemps et je crois que le gouvernement a trouvé la bonne manière. C'est-à-dire, quand vous mettez en pratique une stratégie, il faut faire le retour, il faut faire le point. Et à chaque fois, j'ai l'impression que le gouvernement est actif sur ce volet social, cette couverture sociale, ce filet social dont vous parlez. Et c'est ça qui permet de mettre en place progressivement de nouveaux mécanismes de gestion efficiente de ces différents programmes et d'actions envers les Béninois les plus vulnérables, les ménages les plus vulnérables. Et il faut quand même comprendre que ça va être une joie pour nous tous lorsque dans moins de 5 ans, 10 ans, et on puisse quand même compter au bout du doigt les Béninois qui sont en deçà du minimum, du seuil de la pauvreté. Donc, cette manière progressive d'agir de la part du gouvernement, moi j'encourage cela et je crois que il faut toujours être à l'écoute des résultats sur le terrain et ça va guider beaucoup plus le gouvernement de la rupture et ce ne serait que applaudissements après tout. Et il y a des projets qui sont en instance, la couverture sociale en santé, qui est déjà actée, mais qui n'est pas encore opérationnel. Il faut que l'outil de RSU, l'outil RSU permette évidemment au gouvernement d'identifier ceux-là qui n'ont véritablement rien à payer pour la contribution de cette opération-là, ceux qui peuvent payer un peu et ceux qui... Et je crois que c'est pas seulement le RSU, bon, je crois... il y a beaucoup d'autres mécanismes voilà. Le RSU, là, je crois que ça vise aussi l'identification des sociétés, des entreprises privées, des industries, entreprises privées, et sur le terrain, qui gèrent pour la plupart du temps cette population-là qui vit. Mais je pense que le RSU, c'est d'abord strictement pour les individus, les ménages, les institutions. Voilà. Et je crois qu'il faut penser à cette relation, c'est-à-dire à cet outil-là qui puisse établir la relation entre le secteur privé, qui ne suit pas toujours le gouvernement dans ses décisions. On a dit révélation de salaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et le porte-parole du gouvernement revient là-dessus tout récemment. Donc il faut pouvoir créer notre outil pour cette relation-là. Et ça va aider quand même à savoir par où prendre, par où taper et opérationnaliser les mesures. Voilà, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Daniel Kayitogla. Je rappelle que vous êtes enseignant d'allemand. De philosophie. De philosophie. J'aime bien l'allemand aussi. Guten Tag. L'allemand est à ma gauche. Monsieur Wiener Godenou, professeur d'allemand, journaliste, commandateur sportif et beaucoup d'autres casquettes. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve pour vous vendredi pour d'autres développements. Mesdames et messieurs, tout en nous excusant encore une fois pour la petite coupure survenue en plein débat, vous pouvez retrouver partie de ce que nous avons échangé ce soir sur notre compte YouTube Télé Bénin, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live, notre site internet Télé Bénin et bien évidemment continuez par nous suivre via notre application et Télé Bénin. À demain pour d'autres développements.